Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal du sport football. Le Cameroun se propose d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations édition 2017 ou encore l'échéance de 2019. L'annonce est du Premier ministre camerounais. Philemon Yang a fait la déclaration au cours d'un conclave à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Commune d'arrondissement de Campo dans le département de l'Océan, les employés suspendent le mouvement d'humeur après plus de 4 jours d'arrêt de travail. Ces titres et bien d'autres seront développés dans un très court instant. Merci une fois de plus, Madame, Monsieur, de nous retrouver sur le 20h. Les populations du village Lélem-Noaton, nous sommes dans la localité du Mungo. Ces habitants sont en colère. Ils sont chassés de leur domicile par un individu qui dit être propriétaire du titre foncier de cet espace occupé depuis plus de 40 ans. Des détails dans ce reportage signé Cyril Djemba et Flavien Valondongo. Des barricades sur la voie publique, paralysant ainsi la circulation durant des heures. L'action est celle des habitants du village Lélem-Noaton, une localité du département du Mungo. Je n'ai pas moi de problème avec lui. Toutes mes choses, on a tout porté, toutes mes économies que j'ai fait dedans, on a porté. On a tout détruit. En effet, ces populations qui occupent ces terres depuis environ 40 ans sont sommées de libérer les lieux par un certain Onana qui prétend détenir le titre foncier de cette partie du village. Je n'étais pas sur place. En venant, que mes gens dont les a détruits sont partis à la sous-préfecture. Le sous-préfet dit que c'est un problème qui sort des droits là. Il ne peut pas arranger ces problèmes parce que lui-même, il est nouveau. Leurs biens ont été détruits et jetés dans la rue pendant leur absence par une équipe conduite par le sieur Onana qui est resté jusqu'ici introuvable. On a enlevé les choses comme ça sans qu'un parent ne soit dedans. Tout ce que nous envoyons aux parents ici comme argent a été déporté. Les détructions du quartier. Les enfants sont dormis dehors. Bon, les vieux mamans. Descendu sur les lieux, le tout nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Mélon, avec à ses côtés des éléments des forces du maintien de l'ordre, a réussi à calmer la situation tout en promettant de voir clair sur le dossier. C'est donc une affaire à suivre. Il tombe du haut d'un immeuble en construction et meurt sur le chemin de l'hôpital. Ce n'est pas le titre d'un film, cela traduit la réalité. La scène s'est déroulée ce matin au lieu dit douche municipale dans la ville de Douala et c'est un ouvrier qui n'a pas survécu à sa chute, tout comme son collègue mort après avoir chuté du haut de l'immeuble en construction il y a quelques semaines. Et dans les campus universités de Buea dans la région du sud-ouest du Cameroun, nous notons que les étudiants tiennent tête à Nalova Linyonga. Malgré l'appel de la vice-chancellor aux étudiants de regagner les amphithéâtres, les salles de cours sont restées désertes encore ce matin. Les enseignants n'ont pas repris, même si l'on parle d'un calme apparent. Cet autre mouvement d'humeur au campus de Moliko à Buea fait suite à des revendications des membres de l'association estudiantine UPSO et parmi ces revendications, il y a la restauration de leur association dissoute à l'arrivée de Nalova Linyonga, l'actuel responsable de l'université de Buea dans la région du sud-ouest du Cameroun. Et dans la commune d'arrondissement de Campo, nous sommes dans le département de l'Océan, notons que les grévistes ont consenti d'arrêter leur mouvement d'humeur. Les employés ont arrêté de travailler depuis lundi dernier. Ils réclament 19 mois d'arriérés de salaire et accusent le maire de cette commune d'être toujours absent. À Kribé, on retrouve notre correspondant Joseph Abena. Voici la mairie de Campo. Depuis lundi dernier, il n'y a l'ombre d'aucun agent communal ici. Le portail est soigneusement scellé et les herbes tendent déjà à prendre droit de cité. C'est dans les quartiers qu'on peut retrouver quelques employés pour connaître les causes de ce boycott du travail. Nous sommes dans une situation où nous ne pouvons plus supporter. Nous sommes à 19 mois d'arrivée de salaire, nous n'avons pas eu d'avancement. Nous n'avons rien d'autre. La seule chose que nous recevons du maire, c'est des menaces de licenciement, des menaces d'appel de convoquer le ministre pour pouvoir renvoyer ou bien faire partie les responsables qui sont avec nous. Pourtant, la commune de Campo n'est quand même pas la moindre de l'océan en matière de rentrée financière.
commune vit vraiment avec la manière nourrissante de redevance forestière de la société, qui s'élève au montant de l'année 2012 et de 55 millions. Et les CAC vont à 21 millions, mais jusque-là, nos salaires sont toujours malancés de temps à autre sous forme de dons. De dons, quand le maire veut, il paye, quand il ne veut pas, il s'occupe de ses affaires. La commune de Campo, limitrophe de la Guinée équatoriale, a un budget annuel de 226 millions de francs CFA, avec 20 employés, dont 6 seulement sont enregistrés à la CNPR. Le maire Gabriel Eba, incriminé par ses collaborateurs, n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. Il est en outre accusé d'absentéiste dans son unité municipale. Là, je peux vous dire que le maire réside ici 2 jours sur 7. Surtout quand il sait que le maire ne vient qu'ici lorsqu'il sait qu'il y a déjà des moyens. Et lorsque des recettes sont entrées, peut-être des recettes diverses sont revenues au niveau de la recette municipale, par téléphone, il saisit son receveur et il descend. Et quand il rentre le lendemain, c'est pour rentrer avec des poches pleines. Cette ville, pourtant frontalière, n'a pas de particularité dans l'organisation urbaine, sauf cependant les agents municipaux qui tirent au jour d'aujourd'hui le diable par la queue. C'est enfin. Et le préfet du département de l'Océan a donc pu obtenir des grévistes de suspendre leur mouvement d'humeur ce vendredi pour trouver des solutions urgentes. Mais des manifestants menacent de retourner sur le terrain si rien n'est fait dans les brefs délais. Le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Campo a donc du pain sur la planche pour ramener l'ordre dans la maison au-delà des missions classiques, à savoir le maintien de l'ordre public et le développement socio-économique. Si là, Thomas Charlie doit rester attentif au sujet des Camerounais régulièrement expulsés de la Guinée équatoriale. Cette prescription lui a été faite au cours de son installation par le préfet du département de l'Océan, Joseph Abena, une nouvelle fois. C'est en fin de matinée que le préfet de l'Océan est reçu à la place des fêtes de Campo. Antoine Bissaga vient procéder au rituel d'installation du nouveau sous-préfet de cette unité administrative, sensible par sa frontière avec la Guinée équatoriale. Au nom du président de la République, et conformément au décret dont lecture vient de vous être donnée, voici votre nouveau sous-préfet. Monsieur Silla Thomas Charlie, administrateur civil principal, né en 1974, remplace à ce poste Monsieur Mvutubita William, promu préfet de la Menchoum. D'après la tradition du commandement administratif, il devra veiller à l'ordre public et être le catalyseur du développement socio-économique de l'arrondissement de Campo. Mais la situation des Camerounais régulièrement expulsés de la Guinée voisine devra également retenir son attention. Une articulation importante d'ailleurs dans le discours d'installation. Malgré la ferme volonté des chefs d'État de la sous-région à mettre en place de différents mécanismes d'intégration, entre autres, la libre circulation des biens et des personnes, nous constatons avec beaucoup de regret des expulsions massives de nos compatriotes, des ressortissants d'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur le sous-préfet, vous serez appelé à gérer ces situations avec vos collaborateurs de plus directs pour apporter un peu de réconfort à nos compatriotes. La ville de Campo est régulièrement témoin du comportement xénophobe de la Guinée équatoriale qui dépouille et chasse les Camerounais presque chaque semaine. Et quant au nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Kiossi, nous sommes toujours dans la région du sud du Cameroun. Le préfet de la vallée du Ntem lui a prescrit de lutter contre l'insécurité et le désordre urbain. Le nouveau chef de terre vient d'être installé dans ses fonctions. Roger Takala et Florian Fandio. Les populations de la ville de Kiossi ont perdu le sommeil. Pour cause, une grande insécurité plane dans cette localité du département de la vallée du Ntem. Les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Une fois la nuit tombée, la ville de Kiossi est plongée dans le noir. Les différentes installations sont en panne. Un véritable calvaire pour ces populations.
Il faut ajouter à cela l'absence de l'eau potable dans cette partie du pays. Les populations sont parfois obligées de se ravitailler à un puits. À Kiossi, le désordre urbain est la chose la mieux partagée. Mototaxis, pousses et piétons se disputent le trottoir et la chaussée. Reste impossible pour les véhicules de circuler. Autant de problèmes auxquels est appelé à résoudre le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Kiossi, installé il y a quelques jours par le préfet du département de la vallée du Ntem. S'agissant de la solution géostratégique de cet arrondissement, il y a des diverses ordres. D'abord les problèmes sécuritaires, les problèmes de la circulation des biens des personnes en Guinée équatoriale et au Cameroun. La ville de Kiossi est tout sauf une ville. Vous comprenez donc? Il y a le désordre urbain qui sera fortement combattu. Et avec le corollaire, n'est-ce pas, la poussée des champs de santé, des stores, la pharmacie côté. Des recommandations que Simon Eban Edimbi entend mettre en application. Faire en sorte que la ville de Kiossi devienne une ville. De combattre le désordre urbain. Et puis se préoccuper des questions de sécurité suite à la quiétude au niveau des frontières. Les populations de la ville de Kiossi, zone frontalière entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, reposent désormais leur espoir sur le nouveau chef d'État. Et cette découverte macabre qui vient d'être faite il y a très peu à Bonakwamon, c'est un quartier de la ville de Douala. Thomas Ikwa, comme on l'appelait, a rendu l'âme alors qu'il fermait sa boutique en fin de journée. Ses amis qui l'attendaient non loin de ce commerce s'inquiétaient du temps qu'il mettait à fermer justement cette boutique. Rendu sur les lieux, il vient de découvrir le corps sans vie de leurs camarades. Nous y reviendrons. Comment atteindre l'autosuffisance en énergie électrique pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035? Des experts du secteur se sont penchés sur la question ce jour dans la ville de Douala. Ils préconisent la mise sur pied d'un fonds national de l'énergie. Des détails dans ce reportage signé Jean-Johnny Mpek et Étienne Pascal Azeugue. Le déficit en énergie électrique que connaît le Cameroun aujourd'hui peut être remédié. Les experts en hydroélectricité trouvent cette voie d'issue dans le financement des projets énergétiques. Un financement qui engage l'implication de l'État dans la mise sur pied d'un fonds national de l'énergie. L'État doit pouvoir mettre à côté dans le fonds national de l'énergie sa contribution annuelle afin que ce fonds dans 3, 4, 5 ans puisse être un fonds qui nous permet au moins de financer les mini-projets hydroélectriques qui sont possibles dans l'ensemble du territoire. Au vu du potentiel hydroélectrique dont dispose notre pays, un point d'honneur doit être mis sur la construction de barrages. Il y a beaucoup plus à investir dans l'avenir pour les barrages hydroélectriques, sachant que nous sommes 3e sur le continent. Il y a aussi une possibilité d'accroître la production du brut camerounais et du gaz naturel. Le tout réside alors dans la stratégie de la recherche des hydrocarbures. Nous avons les bassins sédimentaires qui n'ont pas été assez exploités. Bassin de Manfé dans le sud-ouest, bassin de Logon-Birni au nord, bassin de Garoua au nord toujours. Nous avons le Deep Offshore, zone maritime frontalière avec la Guinée équatoriale, qui n'est pas jusqu'ici explorée. Les 62 000 à peu près barils aujourd'hui, chiffre que je juge très faible, à quelque chose même 100 000 barils par jour. Malgré toutes ces belles idées émises par les experts du secteur de l'énergie électrique, fort est de constater que les populations continuent toujours de broyer du noir dans nos quartiers et villages face à la difficulté qu'elles ont à accéder à l'énergie électrique au Cameroun. Mais en attendant, le soutien reste perceptible dans le secteur agricole. C'est environ 60 milliards de francs CFA pour soutenir la production agricole. C'est un financement issu de la deuxième phase du programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations agricoles. Projet financé conjointement par l'Agence française de développement et le gouvernement camerounais. Yannick Mbazoa. Beaucoup d'organisations paysannes s'engagent dans l'agriculture sans moyen de bord. Face à cette triste situation, le gouvernement, à travers le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales, s'est engagé à soutenir ces groupements de producteurs. La première phase pilote à échéance affiche un bilan fort promoteur. Cette première phase nous a permis d'expérimenter le dispositif du conseil dans 10 départements
de la République de financer des projets dans 5 régions du pays. Nous avons accompagné environ 20 000 producteurs. Environ 2000 de leurs projets ont été financés, des financements d'investissement. Nous avons sur le terrain environ 500 conseils qui accompagnent ces groupements. Nous avons expérimenté le conseil aux exploitations. Mais une première phase, tout de même émaillée de plusieurs difficultés. La sélection des bénéficiaires, qu'il s'agisse du conseil ou du financement, c'est fait par des commissions paritaires et qui sont au niveau des départements. La décentralisation, la déconcentration, donc c'était difficile de mettre ça en place, compte tenu, n'est-ce pas, de l'histoire, n'est-ce pas, de nos 2 ministères, du secteur rural. Fort de ces réalisations, l'Agence française de développement et le gouvernement camerounais ont décidé de lancer la 2e phase de ce projet. Le montant total de la 2e phase s'élève à environ 60 milliards de francs CFA et que les financements de l'AFD, à travers le contrat de désendettement et de développement, le C2D, et à travers un prêt à l'État qui a permis de compléter, couvrent la quasi-totalité de ce montant. Donc c'est un effort très significatif qui est réalisé par le gouvernement camerounais pour mettre en place le conseil et le financement des groupements de producteurs sur tout le pays avec l'appui de la coopération française. Ainsi, environ 5200 projets des groupements de producteurs bénéficieront d'un financement de l'ordre de 18,2 milliards de francs CFA, pendant qu'une enveloppe de 3 milliards de francs CFA sera réservée aux organisations des producteurs. Et des boutures de manioc remises aux planteurs à Ngoumou, dans la région du centre du Cameroun. L'initiative est du ministère camerounais de l'Agriculture et du Développement rural. Le projet est présenté comme le gage d'une meilleure productivité. Marcelin Gangsop. À la découverte de cette richesse de la terre, les membres du gouvernement sont séduits. Nous sommes dans un champ expérimental en Ngoumou, dans le département de la Mofou et Akono. Ici, le ministère de l'Agriculture s'est engagé avec l'aide des partenaires étrangers à produire à grande échelle les semences améliorées de manioc. Une dizaine d'hectares parcourus par les membres du gouvernement avec, au bout du compte, une impression positive. Ce champ, c'est d'abord pour démontrer que la recherche marche. On a fait la recherche, on a cultivé, on a des résultats. Nous avons donc fait ce champ pour préparer la base pour la diffusion des nouvelles variétés de manioc. Ces variétés ont été baptisées l'année dernière et on est venu ici développer ce nouveau champ afin que les personnes intéressées par la culture du manioc puissent effectivement recevoir les meilleures variétés du moment. Les rendements vont au-delà de 20 tonnes à l'hectare. Séance tenante, des boutures sélectionnées de manioc ont été remises à quelques planteurs. Ils ont la lourde mission de les multiplier pour en faire de la bonne semence, gage d'une meilleure production dans quelques années. Ces boutures sont donc transférées dans les nouvelles plantations, mais nous allons signer un partenariat avec tous ceux qui vont recevoir ces boutures afin qu'ils les fassent pousser, les héberger et dans à peu près 9 à 11 mois, nous allons les récolter pour faire des nouveaux champs et cela, ce seront des champs de production. Cette descente des membres du gouvernement en Ngoumou a permis une fois de plus d'apprécier les multiples utilisations industrielles du manioc. En gâteau, tapioca, pain, bâton, beignet, amidon ou farine, le manioc fait du bien. Et aujourd'hui, on célèbre la journée internationale des télécommunications et de la société de l'information marquée au Cameroun dans un contexte où l'usage du téléphone portable ne fait pas bon ménage avec la conduite automobile. Notons que l'utilisation du téléphone, de la radio, de tout autre instrument des nouvelles technologies de l'information et de la communication lorsqu'on est au volant d'une voiture tue près d'1,5 million de personnes par an dans le monde entier. Une situation qui semble tout de même ne pas influencer le quotidien des populations. Yannick Mbazo. Ce geste tue 1,3 million de personnes par an. Entre 20 et 50 millions d'individus sont blessés dans les accidents de la route et les pertes économiques se chiffreraient à 518 milliards de francs CFA. Oh, il y a plusieurs risques parce que le principal risque c'est l'accident.
d'abord pour toi-même, dans la mesure où on peut vous annoncer, pendant que vous êtes au téléphone, une mauvaise nouvelle qui a trait peut-être à la santé de votre mère, de votre femme, de vos enfants. L'émotion de l'instant peut faire à ce que vous perdiez un peu le nord dans les secondes qui suivent, vous fassiez un accident. Normalement, je sais que ce n'est pas bien pour causer en traversant la route. Parce que tu peux avoir une voiture en vitesse, l'accident est partout là, ce n'est pas bien. Avoir recours au téléphone, suivre de la musique, la radio, regarder la télévision à bord d'un véhicule, en traversant la route ou en marchant, représente un danger pour son utilisateur. Et pourtant, ceux-ci sont parfaitement au courant des dangers qui les guettent. Malheureusement, l'habitude étant une seconde nature. C'est une mauvaise habitude. C'est juste une mauvaise habitude parce que la réalité c'est que chaque fois que le téléphone sonne, tu as un réflexe, c'est de le prendre, d'appeler, de voir qui appelle et de résoudre le problème. Ces dangers semblent ne pas influencer le quotidien des utilisateurs. Et pourtant, les consignes du gouvernement sont claires, précises et concises. Il ne faut pas se laisser distraire au moment où l'on est au volant particulièrement, ou au moment où on se trouve dans la rue. Le thème des 748e Journée internationale des télécommunications et de la société de l'information, à savoir les TIC, au service de l'amélioration de la sécurité routière, interpelle ainsi à juste titre les populations. Soyez prudents tous les jours. Et en politique, processus électoral, l'ECAM a pris une sage décision, affirme ainsi des acteurs de la scène politique camerounaise. Elections Cameroun, l'organe chargé de gérer les élections au Cameroun, a réouvert les inscriptions biométriques sur les listes électorales. Ces inscriptions reprennent le 22 mai prochain et ce jusqu'à la convocation du corps électoral, précise ainsi le communiqué du directeur général de l'ECAM, Dallas Tchana et Serge Alain Otto. Elections Cameroun a décidé contre toute attente de relancer les inscriptions biométriques sur les listes électorales. L'opération qui démarre ce 22 mai est la suite de la refonte du fichier engagé en octobre 2012 et stoppée fin mars 2013. Une décision sage qui n'est qu'un juste retour à l'ordre normal des choses. C'est une action qu'il faut saluer parce qu'elle permet d'être plus en conformité avec la loi et qu'au plan politique, elle dessine une ligne de détente avec les formations politiques qui se plaignaient de cette situation. C'est de ce type de mesures dont on a besoin pour avoir un paysage politique qui fonctionne sur la base d'un consensus en ce qui concerne les affaires électorales. Ce revirement de l'organe en charge de la gestion et de l'organisation des élections au Cameroun intervient alors que des voix continuent de s'élever pour décrier le non-respect de l'article 74 de la loi portant code électoral qui prescrit que les inscriptions se déroulent chaque année du 1er janvier au 31 août. Au Social Democratic Front, on salue la décision qui reste la preuve de ce que le parti a été écouté. Nous avons fait la pression. Je pense que l'ECAM a cédé et je salue l'initiative, même si c'est tard. Si on nous écoutait avant, c'est que des milliers de Camerounais se sont encore inscrits. Tout ce que l'on sait, c'est que les inscriptions qui redémarrent mercredi 22 mai devront se poursuivre jusqu'au 31 août 2013 ou dès la convocation du corps électoral. La date des élections municipales et législatives reste la grande inconnue. Le gros problème aujourd'hui reste encore, n'est-ce pas, la clarification du calendrier électoral au Cameroun, qui reste une affaire exclusive du chef de l'État. Les citoyens peuvent faire des supputations sur la base de la loi qui précise à peu près les délais. Mais maintenant, il y a des marges qui font que le chef d'État peut, avant ou après, décider du jour des élections. Réouvrir les inscriptions, une volonté d'atteindre le cap de 7,5 millions d'inscrits, ou tout simplement une prise de conscience pour le respect scrupuleux de la loi. La réponse se trouve dans les couloirs du Conseil électoral. Les militants des partis politiques doivent maîtriser le processus électoral avec ses étapes. C'est une recommandation faite aux militants d'une dizaine de partis politiques qui participaient cet après-midi dans la ville de Douala à l'atelier de mobilisation en rapport avec l'exercice de la citoyenneté. Il était question pour les participants à cette rencontre de cerner les points de convergence et même les points de divergence entre un engagement partisan et un choix idéologique. Et dans l'élément qui va suivre, je vous propose d'écouter le sociopolitiste Éric Mathias Oronangini qui revient sur l'urgence de la formation des militants des partis politiques dans le contexte
actuelle. Il s'exprime au micro d'Equinox Télévision. Dans notre pays, il est important que les militants des formations politiques aient un niveau appréciable d'éducation sur les affaires de la cité. Des militants bien formés, des militants ayant une éducation solide sont un élément essentiel pour rendre les partis crédibles et puissants, capables d'agir, capables d'adapter leur manière de voir aux attentes et aux besoins de la société. Parce que la politique en démocratie doit se fonder sur non seulement une offre qui est faite par les partis politiques, mais sur une demande qui vient des citoyens. Et du sport football pour refermer ce journal. D'abord, comme annoncé en titre, le Cameroun nourrit l'ambition d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations édition 2017 ou encore celle de 2019. L'annonce a été faite hier à Yaoundé par le Premier ministre camerounais qui était en conclave avec le président de la Fédération camerounaise de football et le ministre camerounais des Sports. C'est une annonce. Le Cameroun peut-il, Jean-Paul Chouniat? 41 ans après avoir abrité la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football, le gouvernement camerounais vient d'envisager l'éventualité d'organiser une édition à l'horizon 2017 ou 2019, calmant ainsi tous ceux qui en voulaient aux autorités pour cette absence remarquée sur la tenue des compétitions internationales au Cameroun, eu égard à l'aura de notre pays mondialement reconnu pour ses 4 trophées de Coupe d'Afrique des Nations remportés, une médaille olympique et la renommée de sa star de l'heure, Samuel Eto'o-Fils. L'information est donc passée, mais des questions de fond demeurent, notamment le contexte de cette annonce, dominé par la controverse des élections à la FECAFOOT, le feuilleton brûlant de la succession de Jean-Paul Akono à la tête des Lions, 2 dossiers sur lesquels le peuple camerounais attend toujours l'arbitrage du gouvernement. Autre question et non des moindres, l'épineux problème des infrastructures sportives dans un contexte de football professionnel. Le Cameroun pourra-t-il construire d'ici 4 ans des stades requis pour abriter la CAN 2017 au cas où la Libye déclare définitivement forfait? Les stades omnisports de Yaoundé et Douala, aussi vieux que l'époque où l'unique CAN s'est tenue au Cameroun, des observateurs se demandent où est passé le PN10, le Programme national de développement des infrastructures sportives. Avait-on annoncé la construction des stades de Bafoussam, Limbé et autres régions du pays, que le projet est resté lettre morte depuis des années? À cela pourrait s'ajouter le complexe multisport de Douala qui n'est plus d'actualité depuis son effondrement. Au moment où le football camerounais est en train de sombrer à en croire pas mal d'observateurs, le chantier de restructuration et d'organisation apparaît titanesque à régler. Le Cameroun peut-il dans un pareil contexte organiser une Coupe d'Afrique des Nations? D'aucuns répondent oui, concluant que c'est une question de volonté politique. Dans une mouvance de grandes réalisations, tout serait donc possible, même si à côté des infrastructures sportives, le peuple attend toujours le deuxième pont sur le Vouri, la résolution définitive des délestages et bien d'autres. Et la 10e journée du championnat d'Elite One, les 14 clubs reprennent le chemin des stades ce week-end avec des matchs chocs tels que Unisport du Honkam, Coton Sport de Garoua ou encore le duel Tonnerre de Yaoundé, Astre de Douala. Notons que la reprise du championnat intervient dans un contexte marqué par la trêve imposée à la suite de la crise qui oppose la Ligue professionnelle de football aux associations des clubs d'élite. Une fois encore, Jean-Paul Chouniat. Une fois l'accord de paix signé entre la Ligue de football professionnel et l'association des clubs d'élite, les 28 équipes d'Elite One et Elite 2 reprennent activité ce week-end. En Elite One, le 3e Unisport du Honkam, perdant la 9e journée 2-0 face à l'Union de Douala, reçoit le 5e Coton Sport de Garoua dans un stade Nguenak de Bafang, difficilement praticable pour les Galactiques du Nord. Eux qui avaient été tenus en échec 0 but partout par le premier relégable Sable de Batier à la 9e journée. Le leader Astre de Douala va à Yaoundé croiser le tournoi Kalara Club dans un stade Amadou Aïdjo où l'équipe de Bepanda ne s'est jamais imposée devant leur homologue de Mvogada. La logique ici étant de briser le signe indien face au TKC. Dans ces affiches de l'Elite One, Union de Douala 4e à 12 points reçoit le 9e Renaissance de Ngoumou 11 points. Dans l'historique des confrontations, l'équipe de Ngoumou n'a jamais battu les Nassara Kamakai au stade de Bepanda. Le champion 2012 du Cameroun sortant d'une victoire à 2-0 à Bafang à la 9e journée, entend confirmer son hégémonie sur son adversaire du jour. Toujours au stade de la réunification, le 8e DAC 2000 sera aux prises avec le Canon sportif de Yaoundé, qui jusqu'ici n'a gagné que 2 matchs, concédé 6 nuls et engrangé une seule victoire depuis le début de saison. À la lisière de la zone rouge avec 11 points, Panthère Dundé ira montrer de quoi elle est capable devant la lanterne rouge Fauveau Club de Baham. En perte de vitesse et faible de sa position de premier relégable, Sable de Batier a un double défi à relever.
Sorti de la zone rouge du classement en brisant surtout l'invincibilité de New Star de Douala à l'Arena Stadium de Bouddha. La 10e journée de l'Elite One sera aussi marquée par un duel anglophone entre le 10e Lyon Sport Academy de Bamenda qui accueille l'avant-dernier Ndialakwan Sport au Mancon Municipal Stadium. Les académiciens de Limbe entendent briller de mille feux, surtout avec l'arrivée de François Iya sur le banc technique de l'équipe. Avant l'interruption du championnat à la 9e journée, Astre de Douala conserve son fauteuil de leader. Meilleure attaque, 12 buts marqués et meilleure défense, 4 buts concédés. Défense la plus poreuse, Fauveau Club de Baham, 13 buts encaissés. Attaque la plus faible, Sable de Batié, 4 buts marqués. Record de défaite, Fauveau Club de Baham, 5 matchs perdus. Si jusqu'ici New Star de Douala n'a pas encore perdu de match, Ndialakwan Sport de Limbe et Fauveau Club de Baham courent toujours après une première victoire en 9 journées. Au total, 110 buts ont été marqués, soit une moyenne de 12 buts par journée. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal au nom de toute l'équipe. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Bonsoir à tous, voici les prévisions météorologiques du samedi 18 mai 2013. Dans la région de l'extrême nord, à Marois, les températures iront de 31 à 42 degrés, intervalle nuageux observé en matinée, le ciel nuageux en après-midi, intervalle nuageux en soirée. À Yagua, 30 degrés minimum, 41 degrés maximum. Le ciel clair en matinée, majoritairement clair en après-midi, en partie nuageux en soirée. Dans la région du nord, à Nikba, les températures iront de 23 à 38 degrés, le ciel voilé en matinée, orage observé le reste de la journée. À Mbé, les températures iront de 23 à 30 degrés, averse en matinée tout comme en après-midi, le ciel dégagé en soirée. Dans la région de l'Adamawa, à Nyamboya, les températures iront de 19 à 28 degrés, le ciel voilé en matinée, averse en après-midi, orage en soirée. À Ngaoundéré, les températures iront de 19 à 30 degrés, orage en matinée, faible pluie en après-midi et orage en soirée. À Meganga, 18 degrés minimum, 31 degrés maximum, intervalle nuageux en matinée, faible pluie en après-midi, orage en soirée. Dans la région de l'Est, à Goura, les températures iront de 22 à 34 degrés, averse en matinée, le ciel couvert en après-midi, dégagé en soirée. À Batouri, les températures iront de 20 à 33 degrés, intervalle nuageux en matinée, orage en après-midi, faible pluie en soirée. Dans la région du centre, à Yaoundé, les températures iront de 19 à 32 degrés, orage en matinée, faible pluie en après-midi, orage en soirée. À Nanga et Boko, 21 degrés minimum, 29 degrés maximum. Le ciel couvert en matinée, en partie nuageux le reste de la journée. Dans la région du littoral, à Konsamba, les températures iront de 21 à 33 degrés, faible pluie en matinée, le ciel nuageux en après-midi, orage en soirée. À Douala, les températures iront de 25 à 33 degrés, orage en matinée, intervalle nuageux en après-midi, faible pluie en soirée. Dans la région de l'ouest, à Tchang, les températures iront de 15 à 23 degrés, le ciel en partie nuageux en matinée, couvert en après-midi, en partie nuageux en soirée. À Bafan, 17 degrés minimum, 25 degrés maximum, le ciel nuageux en matinée, couvert en après-midi, en partie nuageux en soirée. Dans la région du sud, à Ebolova, les températures iront de 20 à 30 degrés, du brouillard en matinée, de faibles pluies en après-midi et des orages en soirée. À Kribi, les températures iront de 25 à 32 degrés, orage en matinée, intervalle nuageux observé le reste de la journée. Dans la région du sud, à Boya, la température moyenne est de 29 degrés, le ciel voilé en matinée et en après-midi, orage en soirée. À Limbe, 22 degrés minimum, 30 degrés maximum, le ciel couvert en matinée et en après-midi, en partie nuageux en soirée. Dans la région du nord-ouest, à Ndob, les températures iront de 17 à 26 degrés, le ciel voilé en matinée, averse en après-midi, le ciel voilé en soirée. À Cambé, 20 degrés minimum, 32 degrés maximum, le ciel voilé en matinée, averse observé le reste de la journée. Nous célébrons demain samedi 18 mai 2013 les Héris.